Une autre question qu'on m'a posée, c'était mon avis sur le chemin entre guillemets parfait à suivre pour un nouveau trader. Moi, je vais être assez bref, mais pour moi, il n'y a pas de chemin parfait, tout comme il n'y a pas de setup parfait, il n'y a rien de parfait. Par contre, il y a des chemins qui, selon moi toujours, voilà, je suis pas la science infuse, vont offrir plus de probas de succès que d'autres. Un trader qui veut aller trop vite et qui va se précipiter sur des challenges propres firmes ou qui trade un trop gros compte réel trop rapidement, il a très très peu de chances de réussir. Mais un trader qui va prendre son temps pour apprendre le process d'exécution en démo, qui va ensuite prendre le temps de démarrer avec un petit capital pour apprendre la gestion des risques, le trade management, améliorer son système, bah, ce trader a beaucoup plus de chances de réussir. Plus vous prenez au sérieux les phases du tout début, ces phases-là de démo qui vous semblent être une perte de temps, plus vous avez de chances de réussir. Parce que la réalité, c'est que personne ne les prend au sérieux, ces phases-là. Parce elles vont vous faire perdre du temps. Vous aurez l'impression de perdre du temps parce que vous gagnez pas d'argent, parce que vous avez l'impression de stagner, vous avez hâte d'aller en réel. Mais gardez en tête que 90% des gens perdent et 90% des gens ne font pas l'effort de prendre ces phases-là au sérieux. Ces phases de démo, ces phases de départ. Ces phases-là, si vous les prenez au sérieux, elles vont vous permettre de construire des bases techniques et une approche qui est totalement systématique, qui sera solide. Avant, ensuite, d'aller ajouter des émotions à tout ça. Parce qu'en réel, en propre, vous allez avoir les émotions à gérer. Donc, avant d'ajouter les soucis émotionnels, la gestion des émotions, essayez d'abord d'avoir une base technique solide sur laquelle vous appuyez. Parce que quand vous allez en réel, en challenge trop vite, bah, le souci, c'est que vous allez devoir apprendre l'approche systémique, technique, en même temps que le fait d'apprendre à gérer vos émotions. Et comme j'ai dit aux membres du bootcamp cette semaine, ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez pas apprendre le code de la route le jour de votre première heure de conduite, une fois que vous avez le volant dans les mains. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Il y a l'un qui doit venir avant l'autre. Et le démo, c'est là pour ça. Mais malheureusement, il y a trop de traders qui ne prennent pas au sérieux et qui y voient une perte de temps. Il faut que vous vous rappeliez, dans ce moment-là, que votre carrière de trader, si elle est rentable, elle va durer des années, peut-être même 10 ans. Donc partons sur 10 ans. 10 ans, c'est 10 fois 12 mois. Donc 120 mois. Si vous investissez 3, 4, 5 mois en démo sur 120 mois, est-ce que vraiment on peut juger ça comme une perte de temps? Ça n'a rien à voir avec une perte de temps, c'est simplement un investissement. Ensuite, ça devient potentiellement d'ailleurs l'investissement le plus rentable de votre vie, mais pour qu'ensuite, les choses soient plus faciles derrière. Donc, c'est à vous de prendre le démo au sérieux et de prendre vos responsabilités sans vous cacher derrière le fameux manque d'enjeu du démo qui ferait de vous un mauvais gestionnaire de risque. Tout ça, c'est du bidon. Parce que je compte pas le nombre de fois où on me dit, ouais, mais moi, le démo, tu sais, j'arrive pas à le prendre au sérieux parce que c'est pas du vrai argent, alors j'arrive pas à gérer le risque. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, à vous prendre en main, à être mature dans votre trading, à être sur les marchés avec votre compte démo et à vous discipliner pour prendre des risques calculés avec un compte qui n'est pas du vrai argent, comment est-ce que vous pensez que vous pourrez vous discipliner et vous prendre en main avec du vrai argent ensuite? C'est un entraînement. C'est la première fois que vous devez vous prendre en main, que vous devez vous forcer, vous discipliner. Si vous n'y arrivez pas en démo, comment est-ce que vous pouvez penser, songer 5 minutes que vous allez y arriver en réel? Essayez d'abord de prendre vos responsabilités sur un compte démo, de le prendre au sérieux. Et ensuite passer en réel sur un petit compte réel petit à petit. Si vous voulez tenter les propres firmes, faites-le dans un second temps, mais n'allez pas trop vite. Ça, c'était pour cette question-là, elle me semble intéressante. J'espère que ça y répond. J'avais une question sur le calcul de la taille de l'eau. Comment calculer sa taille de l'eau de manière précise? Donc pour moi, il y a quelques règles d'or. Premièrement, c'est les principes de base. Et pour moi, il y en a quatre qui bougent pas. Premièrement, la taille de l'eau, elle doit jamais, jamais, jamais être fixe. Je vois trop de traders qui tradent avec des 0,1, 0,01 ou un lot de manière fixe. La taille de l'eau, elle doit jamais être fixe. Parce que un jour, vous allez avoir un stop loss de 10 pips, et un jour, vous allez avoir un stop loss de 20 pips. Vous gardez votre taille de l'eau fixe. Qu'est-ce qui se passe? Vous risquez 2 fois le montant initialement à risquer sur votre trade où vous avez un stop loss 2 fois plus grand. Alors que vous pensez que vous avez la même taille de l'eau, donc tout va bien. Mais le problème, c'est que comme votre stop loss varie, vous allez risquer plus sur certains setups que sur d'autres. Et c'est impossible d'être rentable comme ça. Donc la taille de l'eau, jamais fixe. Deuxième règle, elle doit jamais être aléatoire, ça se calcule. Troisième règle, elle doit jamais être calculée avant le placement du stop loss. Parce que vous pouvez pas faire ce calcul-là sans le placement du stop loss. La taille de l'eau, elle doit toujours être calculée en fonction du placement du stop loss, qu'on évalue de manière technique, et du pourcentage qu'on veut risquer par trade, si le prix atteint stop loss. Le truc, c'est que calculer précisément une taille de l'eau, c'est quasiment impossible, parce qu'en fait,
toutes vos paires vont avoir des cotations différentes. Donc souvent, on va vous apprendre qu'un lot, c'est un lot. C'est totalement faux. Un lot sur euro USD, vous pouvez le vérifier tout de suite, hein. Un lot sur euro USD, ça n'a pas la même valeur qu'un lot sur USD 4. Donc, si vous voulez calculer de tête votre stop loss, enfin, la taille de lot que vous aurez besoin pour un stop loss de 10 pips sur euro USD et USD 4 pour risquer 2,5% par exemple, ou 1,5%, ça va vous prendre du temps, sachant que vous n'allez pas trader que deux paires. Au lieu de devoir faire des calculs complexes, qui seront de toute façon pas exacts, puisque de tête, c'est pas possible de faire ça de manière exacte, en prenant les cotations de chaque devise, etc., ça marche pas. Je vous recommande d'utiliser un calculateur de lot. Il y en a plein. Il y a des payants, des gratuits. On va partir sur les options gratuites. J'ai pas envie de vous recommander des trucs payants. Il y a des calculateurs de lot en ligne. D'ailleurs, Admiral Market en propose un gratuit en ligne. Donc, vous avez juste à rentrer le prix de votre stop loss, l'actif que vous tradez, par exemple euro USD, le prix d'entrée. Ça, normalement, il actualise automatiquement. La direction, achat ou vente, et le risque par trade. Et ça va vous sortir le lot idéal que vous devez utiliser de manière totalement automatique. Pour moi, déjà, un broker qui fournit pas ce type de service, c'est impensable. C'est une obligation pour moi que votre broker il fournisse un calculateur de lot. Mais au-delà de ça, il y a mieux. Si vous connaissez les outils comme Magic Keys, c'est des calculateurs de lot automatiques qui sont directement sur votre MetaTrader, où il y a une version, enfin Magic Keys, il y a une version physique aussi, il y a une version digitale directement sur MetaTrader. Et ça va bien plus vite que de rentrer toutes les infos dans un calculateur qui va vous faire perdre ensuite pas mal de temps. Le souci, c'est que voilà, un Magic Keys, c'est payant, c'est 150 euros minimum la version physique. Il y a des autres options. Je sais qu'Admiral Market propose. Alors, je sais qu'il y a des indicateurs, des experts advisors qui vont être dispo sur MetaTrader. Je sais aussi que je peux pas vous les recommander parce que je les ai pas tous testés. Donc après, je peux pas vous dire celui-ci fonctionne, celui-ci fonctionne pas. Je les ai pas tous testés sur tous les actifs. Donc maintenant, si je vous en recommande un et que je me prends une pluie de ah oui, mais là par contre, ça m'a pas donné la bonne taille sur l'US, enfin peu importe sur le Dow Jones, alors que moi je traite pas le Dow Jones, donc je peux pas le savoir. J'aurais testé que le forex sur ce que je trade. Je vais pas m'en sortir. Maintenant, ce que je peux vous recommander, par contre, c'est ce que propose Admiral Market. Eux, ils proposent une version virtuelle, un peu comme Magic Keys, mais directement sur MetaTrader. C'est grâce à l'édition suprême du MetaTrader, ils appellent ça. En gros, c'est simple, c'est rapide. Il y a un espèce de calculateur de lot directement sur votre mini terminal MetaTrader. Ça, c'est le genre d'outil que je vais vous recommander. Celui-là ou un autre, peu importe, il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que celui-là il est sponsorisé que je vous oblige. Je vous indique simplement que il donne cet outil-là et qu'il est intéressant. Et je suis content, moi, de recommander des outils qui fonctionnent et des outils qui vous proposent de la valeur ajoutée. Il y a trop de prop firmes, de brokers qui vous proposent uniquement des services pour prendre de l'argent. Des services qui vont vous aider dans votre trading, je préfère les mettre en avant, comme c'est le cas là, et je suis content qu'ils le fassent. Donc, je vous recommande cet outil-là, ou en tout cas un autre, si vous voulez, mais qui va calculer automatiquement votre taille de lot. Euh, Parce que bien gérer votre risque, c'est la base déjà d'un trade serein et confiant. Si déjà vous vous rendez compte au bout de 5 minutes que vous avez risqué plus ou moins que prévu, comment est-ce que vous voulez réussir à gérer votre trade sereinement ensuite? Ça marchera pas. Donc, utilisez des calculateurs de position impératifs. J'ai oublié de noter la dernière question, mais c'est pas grave. Comment expliquer que le sentiment du marché actuel et la baisse de demande des valeurs refuges ait lieu depuis 2 semaines? Pour ceux qui ont lu les articles gratuits que j'ai envoyés sur Telegram cette semaine, j'ai parlé des valeurs refuges, du risk on, du risk off. Euh, Actuellement, les valeurs refuges, les valeurs qui prennent en valeur quand le sentiment du marché est à l'anxiété, à la panique, au pessimisme, elles sont en train de souffrir. Pourtant, c'est pas un optimisme fou qui règne sur les marchés actuellement. Et c'est ça qui est paradoxal. On est quand même dans une situation où on voit que les chiffres européens sont pas bons, les chiffres anglais sont pas bons, les chiffres américains sont bons, mais voilà, c'est bien les seuls. On est quand même dans une situation d'entre-deux où il y a des craintes de récession, il y a de l'incertitude autour de l'inflation, autour des politiques monétaires, et pourtant les valeurs refuges ne prennent pas en valeur en ligne droite comme beaucoup pourraient l'attendre. Donc j'essaie de vous faire une réponse un peu complète. Celle-ci, j'ai pris des notes parce que je ne veux rien oublier. La baisse des valeurs refuges, ou en tout cas le manque de demande, c'est simplement le résultat de la domination actuelle de l'USD, du dollar. Je l'ai expliqué, d'ailleurs, chaque jour dans le groupe d'information, je l'ai expliqué. Dans chacune de mes analyses, j'ai expliqué pourquoi le dollar était fort, pourquoi est-ce que le franc suisse souffrait, alors qu'on pourrait penser, bah, même à juste titre d'ailleurs, on pourrait penser que à long terme, le franc suisse serait haussier, ce qui est vrai, mais à court terme, pour l'instant, c'est pas vrai.
Et pourtant, il est fort fondamentalement à long terme, le franc suisse, mais à court terme, actuellement, il l'est pas, parce que le dollar lui vole la vedette. Ce qu'il faut prendre en considération actuellement, c'est que le dollar, c'est aussi une valeur refuge, déjà, grâce à son caractère de devise internationale. Être la monnaie numéro un à l'international, ça va rassurer les investisseurs. Mais c'est pas pour ça que l'USD vole la vedette à tout le monde, ça suffit pas. Actuellement, il y a une espèce de mélange qui est très intéressant pour les investisseurs sur l'USD, et il y a une opportunité majeure pour eux. C'est le fait que l'USD soit le parfait hybride entre la sécurité et le rendement. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'USD est actuellement le parfait hybride entre la sécurité et le rendement. L'USD offre des perspectives économiques qui sont très résistantes à moyen terme. Les chiffres de l'économie sont encore bons si on les compare aux chiffres européens, aux chiffres anglais, sont très bons. À moyen terme, au niveau économique, il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'instant, du moins. La Fed est hawkish, elle soutient l'USD en faveur d'un resserrement monétaire prolongé. Ça, c'est positif pour la devise. L'inflation, c'est une des plus faibles au niveau international. Ça veut dire que la Fed est en train de réussir, entre guillemets, sa mission. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour l'USD. Et en plus de tout ça, en plus de ces facteurs qui sont positifs, il y a un rendement qui est proposé aux investisseurs qui est énorme. Le rendement, il est de 5,5% de retour sur investissement. Le 5,5%, ça correspond au taux d'intérêt de la Fed. Le taux d'intérêt, actuellement, il est à 5,5%. Un taux d'intérêt, c'est le rendement auquel les investisseurs vont être rémunérés sur leur investissement. Quand le taux d'intérêt est à 2%, les investisseurs vont recevoir 2% d'intérêt. Quand le taux d'intérêt est à 5,5%, les investisseurs vont recevoir 5,5%, ce qui est énorme, d'intérêt sur leur investissement. 5,5% actuellement, il faut savoir que c'est le plus haut taux du marché. Pour la devise en plus, qui est la plus sûre du marché actuellement. Donc ça offre la sécurité et le rendement. C'est la devise qui a les meilleures perspectives économiques et le meilleur taux. Le GBP, donc la livre sterling, ils ont un taux la BOE, la Banque centrale d'Angleterre, a un taux de 5,25%. Donc on n'est pas loin. Le livre sterling pourrait aussi être forte. Mais pourtant, la livre coule. Et ça, je l'ai expliqué une bonne dizaine de fois. Normalement, vous l'avez vu passer pas mal de fois, mon analyse sur le GBP. Le souci, c'est que pour eux, l'inflation, déjà, elle est super haute, que la Banque centrale n'arrive pas à la faire chuter, qu'elle est de moins en moins crédible, que la Banque centrale se contredit nuit et jour, il y a un manque de cohérence, les membres sont même plus d'accord entre eux. On l'a vu au dernier vote d'ailleurs, il y avait 4 membres, il y a 9 membres en tout. Il y en avait 4 qui ont voté pour une possibilité et 5 qui ont voté pour l'autre. Il y en avait 4 qui ont voté pour une hausse de taux et 5 qui ont voté pour un maintien de mémoire. En général, dans les banques centrales, vous allez avoir des votes qui sont à 8-1, 7-2. La plupart du temps, tout le monde est dans le même sens ou quasiment. Voire autant d'indécision, ça montre que il y a un manque de cohérence, il y a un manque de cohésion et c'est un indicateur de faiblesse pour une banque centrale. Dans le même temps, l'inflation est toujours super haute, elle est proche de 7%. C'est massif, c'est énorme. Et l'économie, dans le même temps, est déjà en très mauvais état. Ce qui fait que c'est la panique à bord. Et donc forcément, le GBP offre rendement, 5,25%, mais de loin pas sécurité. Donc, on préfère l'USD, puisqu'il y a rendement et sécurité. C'est pareil pour la BCE, pour l'Europe, la Banque Centrale Européenne. Elle est contrainte de devoir dealer avec une inflation qui a du mal à chuter, on est toujours vers 5%, et une économie qui commence à souffrir déjà. On a vu les PMI qui montraient par exemple la chute libre de l'Allemagne, avec une économie qui a bien commencé à souffrir, des PMI extrêmement bas, des chiffres qui sont aussi décevants que pendant la crise de 2009, ce qui est quand même assez alarmant. C'est rare de voir l'Allemagne autant reculer, parce que c'est le moteur de la zone euro. Donc, tout en sachant que la BCE et la BOE, donc la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Anglaise, elles ont toutes les deux des taux plus faibles que la Fed. Et que de l'autre côté, vous avez l'USD avec une économie résistante, beaucoup plus d'optimisme, une Fed qui est cohérente, qui accomplit sa mission, qui est toujours hawkish en faveur de resserrement, ce qui est bon pour la devise, un taux d'intérêt qui est intéressant pour les investisseurs, et aussi un gage de sécurité en tant que devise internationale. Et surtout, il y a autre chose d'ailleurs, oui, surtout, il y a eu une nette baisse récemment des probabilités, du coup, de voir une baisse de taux en 2024, suite au dernier discours de la Fed. Parce que les marchés avaient anticipé que les taux allaient probablement baisser en 2024. La Fed a rassuré, a expliqué que c'était pas prévu. L'économie est toujours très forte et ils vont devoir maintenir les taux élevés longtemps. Ce qui fait que l'USD a pris en valeur parce que les marchés ont réajusté par rapport à cette information-là. Les marchés anticipaient des baisses de taux en 2024. Le fait qu'ils commencent à anticiper qu'il n'y ait pas forcément de baisse de taux en 2024,
Ça montre aux investisseurs qu'il y a un long potentiel, un long horizon pour investir et récolter ce 5,5% de taux d'intérêt. Plus cet horizon est long, plus c'est favorable pour l'USD. J'essaie de reprendre mes notes rapidement pour ne rien oublier. Voilà, d'un côté, vous avez l'USD qui présente sécurité et rendement. De l'autre, vous avez forcément la demande de livres sterling et d'euros qui souffrent parce qu'il y a tout le monde qui veut de l'USD pour ce mix de sécurité et rendement. Pour acheter de l'USD, on va vendre des devises où bah, il y a moins de sécurité ou moins de rendement, ou même moins des deux, comme le GBP, comme l'euro. C'est aussi pour ça que la demande de CHF, de francs suisses, chute. Parce que le CHF il présente les mêmes avantages que l'USD au niveau de la stabilité économique, de la sécurité, de la valeur refuge, de l'inflation faible. Mais il y a quand même une grosse différence. C'est que le taux de la Banque centrale, il est que de 1,75%. Ce qui signifie que le rendement pour les investisseurs, il est que de 1,75%. On est bien loin des 5,5 de la Fed. Donc forcément, le CHF est moins demandé. Il est moins demandé que l'USD. C'est la même chose, c'est la même prestation, mais qui paye beaucoup moins. Et voilà pourquoi les valeurs refuges ont pris un gros coup ces derniers temps. Pareil pour l'or, parce que toute la demande va dans l'USD. C'est pour ça que GBP USD, Euro USD, c'est pour ça qu'ils ont chuté massivement. Il y a des ventes de GBP et d'euros à cause des incertitudes inflationnistes, économiques, et derrière, il y a des achats d'USD pour la sécurité et le rendement. Et encore une fois, tout ça, c'est totalement logique et analysable, et en amont. C'est pas analysable une fois que c'est passé. On peut profiter de cette logique fondamentale-là tous les jours. C'est ce que je fais dans la formation. Les membres de la formation savent faire tout ça grâce aux modules fondamentaux et aux modules d'ailleurs sur la macroéconomie qui complètent le module sur fondamental. Et j'envoie les analyses fondamentales tous les jours, tous les matins, qui vont dans ce sens-là. Où tous les jours, on analyse le contexte, les conditions de marché, le fondamental, le biais des devises, les news à venir, etc. Après, il suffit juste de travailler tout ça. Vous allez avoir un biais fondamental solide qui vous dit que le GBP est faible, que l'USD est fort, que l'euro est faiblissant. Et ben ensuite, vous allez juste avoir à chercher des confirmations de price action qui vont dans le sens de ce biais fondamental, de ces structures de marché, et vous allez avoir des probas de réussite qui sont énormes, tout en ayant un trading qui est très simple, qui se base sur le fondamental, la structure et la confirmation de price action. C'est tout. Mais ça s'apprend. C'est simple, mais c'est pas facile. Et c'est ça la grande différence. C'est que beaucoup voudraient du trading facile. Il n'y a pas de trading facile. Il y a du trading qui est simple. Garder un trading simple, ça s'apprend. On maîtrise pas le fondamental sans se former dessus. C'est une compétence qui est technique, qui est pointue. C'est une compétence comme une autre. Mais elle est accessible à tous à condition de se former. Voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup dans le chat, mais les membres de la formation pourront témoigner normalement. Dans tous les cas, en story, vous voyez pas mal d'avis, etc., de la qualité d'accompagnement sur le fonda. Je voulais faire un autre dernier point, rien à voir sur l'or qui chute. Ce qu'il faut comprendre avec l'or, encore une fois, comprenez ce que vous tradez. L'or prend de la valeur en contexte de crise, en contexte d'incertitude, en contexte où il y a des doutes énormes au niveau mondial. Et là, actuellement, vous avez l'USD qui rassure, la Chine qui montre des signes de mieux. Donc déjà, quand vous avez l'USD, qui est le premier client de la Chine, et la Chine, donc l'USD va bien, les États-Unis vont bien. C'est le premier client de la Chine. La Chine, elle fait aussi manger beaucoup, beaucoup de monde. Elle fait manger l'Australie parce que c'est le partenaire principal de l'Australie, c'est un des partenaires principaux de la Nouvelle-Zélande. Économiquement, au niveau mondial, pour l'instant, il n'y a pas trop de risques. La Chine va bien, les États-Unis vont bien. Il y a donc forcément un recul des valeurs refuges. Il y a un recul des valeurs qui vont moins bien, comme l'euro, le GBP. Il y a une reprise de force des valeurs qui sont corrélées à la Chine, comme l'AUD, le NZD. L'USD entraîne dans sa hausse forcément les devises qui sont liées à des matières premières. Pourquoi? Parce que s'il y a des signes de croissance économique, en tout cas d'économie résistante, ça veut dire qu'il y aura une demande de matières premières. Donc les devises qui seront liées aux matières premières, comme l'AUD, comme le CAD avec le pétrole, vont prendre en force. On a des devises plus faibles, comme le GBP, l'euro, etc. C'est aussi pour ça qu'on a un recul du CHF et du gold, parce que au niveau mondial, globalement, ça va. Il n'y a pas de grosses craintes de faillite bancaire, de grosses craintes d'énormes crises comme on a eu récemment. Mais si les craintes se réveillaient au niveau mondial, et notamment par exemple avec des États-Unis qui décevraient au niveau économique, là, à ce moment-là, on aurait une reprise de force des autres valeurs refuges, parce que l'USD serait plus assez sécuritaire, et du coup, son rendement, ça deviendrait comme celui du GBP, qui est actuellement à 5,25%, il deviendrait trop risqué pour en valoir la peine. On l'a vu, sur le GBP, il y a un rendement de 5,25, pour autant, le GBP n'est pas demandé. Et le GBP chute.
Donc le rendement, ça fait pas tout. Si les États-Unis commencent à montrer des signes que c'est plus si sécuritaire que ça au niveau économique, à ce moment-là, ça va être bon pour le CHF. Mais tant que le CHF est bloqué par le fait que l'USD propose la même chose en mieux, et que le fondamental de l'USD soit si bon, vous allez avoir un CHF qui va stagner ou qui en tout cas aura du mal à être demandé et aura du mal à prendre valeur. J'espère que c'était clair pour cette partie-là. Euh, Ça, c'était toutes les questions auxquelles je voulais répondre, qu'on m'a posées sur Instagram, enfin que j'ai sélectionné, surtout parce qu'il y en a beaucoup plus, mais je m'ai sélectionné. Je vais faire un petit tour dans le chat Zoom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Euh, Merci pour ceux qui font des retours. Bah, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a deux, trois membres de la formation qui se baladent. Je fais l'information. Cette combinaison fondamentale technique apporte de la confiance pour tenir le fil rouge de la régularité. Voilà, c'est exactement ça. Vous faites une bonne analyse fondamentale, une analyse ensuite de la structure des prix, une analyse technique simple du price action. Comment est-ce que le prix a bougé la dernière fois dans cette zone? Est-ce qu'on est sur une zone où il risque d'y avoir du combat ou est-ce qu'on est sur une zone où il y a potentiellement des beaux mouvements? Si c'est une zone où il y a potentiellement des beaux mouvements, dans ce cas-là, il y a du potentiel. Est-ce que le fondamental c'est utile pour le scalping? Ça, on m'a beaucoup posé cette question. Pour moi, c'est utile parce qu'en fait, tu vas pouvoir comprendre les conditions dans lesquelles tu trades. Exemple. Mais tu vas plus analyser en fait les conditions de marché impactées par le fondamental que le fondamental en lui-même. Exemple. Ce que j'ai expliqué avant sur le GBP, où tu as une cassure de support, tu vois qu'il y a une cassure de support à contresens du fondamental avant des news. On est mardi, avant des news qui auront lieu mercredi, jeudi. En scalping, toi, tu vas te dire, OK, imaginons la cassure, elle a eu lieu à l'ouverture de Londres, c'était le cas. Si tu trades l'ouverture de New York, tu vas te dire, il y a de fortes probabilités que cette cassure se soit un fake out. Et donc, cette analyse du contexte fondamental, ça va te permettre, toi, de privilégier un achat. Et du coup, ça va t'augmenter tes probas. C'est pas obligatoire. Parce que, encore une fois, ta stratégie technique, quand tu vas la backtester, ça se trouve, elle est rentable, tu n'as pas besoin du fondamental, etc. Mais le fondamental ne va jamais vous faire perdre en taux de réussite, ça va toujours vous en faire gagner. Vous allez éviter les setups qui sont contre le fondamental, qui ont des faibles probas. Ça va vous permettre aussi parfois de prendre des setups techniques. Et quand le setup commence à stagner, qu'il est en drawdown et que vous voyez que le fondamental est à contresens de votre position, vous allez pouvoir couper la position. Donc, le fondamental, ça aide vachement sur tous ces points-là. Après, à chacun de l'incorporer à son trading, mais c'est pas pour autant que, enfin, c'est pas parce que vous tradez sur des plus petites unités de temps que le fondamental aura pas d'impact. Pas du tout, de loin pas. Ça aura un impact juste différent. Analyser les conditions de marché, déjà, c'est quelque chose de super important. Je ne trouve plus le mot, de prépondérant pour un scalper. Vous pouvez pas scalper sans comprendre les conditions de marché. Et vous pouvez pas comprendre les conditions de marché sans comprendre le fondamental. Donc déjà là, ça montre l'importance du fondamental. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a une partie spéciale Dow Jones et Nasdaq dans le contenu de la formation? Non, je trade moi principalement le Forex, donc après j'enseigne ce que je trade. Je pourrais commencer à vous former sur plein de trucs, comme beaucoup de gens font, pour toucher un max de gens, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de faire de la formation pour faire de la formation. Mon but, c'est simplement juste de vous donner ce que je sais et ce que j'utilise là où je l'utilise. Voilà, ça va pas plus loin. Je vous donne tout ce que j'utilise, comment je l'utilise, pourquoi je l'utilise, comment ça marche pour moi et pourquoi ça marche pour moi. Donc, comme je traite pas le NAS et le DJ, il n'y a rien là-dessus dans la formation. Par contre, il y a une stratégie M15 sur le SP500 et sur le DAX qui fonctionne d'ailleurs pas mal. C'est une stratégie technique à l'ouverture des marchés. Et celle-là, elle est proposée dans la formation. Peux-tu répéter la différence entre une impulsion et un retracement? J'ai raté les premières minutes du webinaire, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont raté le début ou ceux qui ont eu des bugs, etc., vous inquiétez pas, il y aura un replay. Sur quoi tu te bases pour dire une monnaie est forte ou faible? Et comment tu détermines le temps qu'elle peut le rester ou changer? Le temps qu'elle peut le rester, en général, c'est soit, il y a deux possibilités. Soit la force ou la faiblesse, elle est déjà bien répercutée dans les prix. Exemple, sur le CAD, récemment, on a eu une belle prise de force du CAD. Et le CAD a vraiment bien, bien chuté. Et à un moment où c'est ce qu'on appelle priced in. C'est déjà répercuté dans les prix. La faiblesse a été répercutée dans les prix. On a atteint des niveaux qui sont très bas. Donc là, il va falloir plus de fondamentales pour continuer de chuter. Ça, on ne le devine pas. On va avoir des niveaux clés. On va voir que le prix commence à buter contre les niveaux clés. Et tant qu'on n'a pas d'autres indicateurs fondamentaux, on sait que, il y a des risques pour qu'on ne puisse pas continuer de traverser ce niveau clé-là. Pour me baser, enfin, sur quoi je me base pour dire qu'une monnaie est forte ou faible? Je vais me baser sur tout ce qui est
autour du contexte fondamental et du thème du marché actuel. Actuellement, le thème du marché, c'est un, l'inflation, deux, la capacité des devises, en tout cas des banques centrales plutôt, la capacité des banques centrales à gérer les conséquences de leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation sur l'économie. C'est plus tant l'inflation au sujet actuel. Le sujet actuel, c'est plutôt quels vont être les impacts économiques des politiques monétaires qui ont eu lieu pour lutter contre l'inflation. Et donc, on analyse les news économiques, on analyse les news au sujet de l'inflation, on analyse les discours des politiques monétaires, et on fait une espèce de synthèse de tout ça qui va nous donner un biais. Quand on va avoir des choses qui se contredisent, ça nous donnera un biais neutre. Pour le GBP, par exemple, on a un biais qui est faible parce qu'on a une inflation qui est beaucoup trop haute, une banque centrale qui se contredit, on a une banque centrale qui manque de cohérence en plus de se contredire, qui hésite. On a des indicateurs économiques qui sont très faibles et on a des taux qui sont très élevés. Le mélange taux très élevé, inflation très haute et économie qui a déjà chaviré, ça fait que les taux vont devoir être gardés très hauts pour baisser l'inflation qui est toujours à 7%. Il va falloir garder les taux très hauts très longtemps, ce qui va endommager encore plus l'économie. Plus l'économie sera endommagée, plus la devise sera faible. Donc voilà un peu le raisonnement. C'est résumé, on peut pas résumer un process comme ça si rapidement. C'est expliqué dans pas mal d'heures de vidéos et de PDF dans la formation, donc je peux pas vous résumer ça forcément en une réponse à la question, mais en synthèse, c'est comme ça que je le fais. Après, dans la formation, il y a toutes les étapes, quoi. Est-ce que si on a des analyses qui rentrent en vigueur, on peut tous les prendre? Si c'est ton plan, oui, tout simplement. Si c'est ton plan, oui. Maintenant, tu peux les sélectionner aussi. Tu peux sélectionner celles qui seront dans le sens du fondamental. Si tu as 10 analyses qui vont dans le sens du fondamental, tu prends tes 10 analyses qui vont dans le sens du fondamental. Mais dans ce cas-là, si tu as 10 analyses en même temps, une fois, ça va se reproduire. Donc tu sais que tu auras souvent plein de setups qui vont dans le même sens et qui arrivent en même temps. Donc il faut que tu prennes un plus petit risque par trade. Ou alors, tu épures et tu sélectionnes uniquement les setups où il y a une confirmation de qualité avec une structure de qualité et un fondamental de qualité. Et ça va te permettre d'épurer tes setups et d'augmenter ton taux de réussite. Voilà. Est-ce qu'il y a le vrai jeu de mots? Tout ce qui est prop firm, broker, etc., ça, je vous laisse faire vos recherches, tout est trouvable. Je veux répondre aux questions purement techniques, fondamentales, tout ce qui est éducatif. J'avais posé une question un peu technique sur Insta concernant l'indice DXY plus US10. Donc le yield, ça m'a l'air intéressant. La corrélation pourrait être dans mon biais intraday, puis attendre une confirmation technique pour entrer dans les heures de volume. Oui, il y a une corrélation, ça c'est sûr. Maintenant, moi, je l'utilise pas. Donc encore une fois, je vous transmets ce que j'utilise. Il y a une corrélation, ça c'est quelque chose de certain. Euh, je sais que beaucoup de traders l'utilisent. Moi, je l'utilise pas dans mon trading. Donc encore une fois, je vais pas parler de. Le but, c'est pas de faire de la formation et de faire de ce que je vous partage une encyclopédie du trading, parce que déjà, trop d'infos tue l'info. Le but, c'est de vous montrer ce que je fais, comment je le fais, et comment ça marche pour moi. Ensuite, vous prenez ce que vous prenez pas ce que vous prenez pas. C'est à vous de voir. Mais encore une fois, rien ne veut dire que ce que j'utilise pas, c'est forcément caduque. Et que ce que j'utilise, c'est la vérité absolue. Parce que du coup, moi, ça fonctionne, donc ce que j'utilise, c'est la vérité absolue. C'est faux. Je pourrais me faire mousser, je pourrais vous dire, c'est la technique, c'est comme sur Instagram. C'est la technique qui va changer votre vie, c'est la stratégie qui va tout changer. C'est faux. C'est faux. C'est juste ce qui fonctionne pour moi. Je vous propose ce qui fonctionne pour moi. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous mettre dans le bon chemin, au lieu que vous passiez des mois, voire des années à trouver ce que moi j'ai trouvé et à trouver ce qui me sert à moi. La plupart des membres de la formation ne traitent pas, ça faut le savoir, ne traitent pas les mêmes confirmations techniques que moi. Parce que je les encourage à trader le même process d'analyse, c'est-à-dire au niveau fondamental, au niveau de l'analyse de la structure, mais d'avoir une confirmation qui est différente pour entrer en position. Pourquoi? Parce que, chacun aura un style de trading qui est différent. Donc, parce que moi, si j'entre, par exemple, la plupart du temps, j'essaie d'entrer sur du H4 parce que c'est ce que je préfère. J'entre sur du H4. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc, c'est pas pour autant que je vais convenir, je vais expliquer à tout le monde de trader en H4. Je vais dire à tout le monde, voilà ce qui donne de fortes probabilités pour analyser le biais fondamental et la structure. Ensuite, la confirmation technique, et ça c'est ce que je dis tout le temps, c'est seulement le siège que vous allez occuper dans le train. L'important, c'est d'être dans le bon train. Le bon train, c'est le fondamental et la structure de marché. Si vous êtes dans le bon train, vous allez à la bonne gare. Ensuite, le siège que vous occupez dans le train, c'est la stratégie technique. Ça, on s'en fiche complètement. La stratégie d'entrée peut y en avoir des dizaines, comme il y a des dizaines de sièges dans un wagon.
C'est pas parce que vous utilisez l'une ou l'autre stratégie technique que l'une ou l'autre stratégie technique sera plus rentable. Mais c'est le process d'analyse en amont qui est intéressant. Ensuite, au niveau du point d'entrée, ce que je conseille, c'est d'essayer à chaque fois de, de faire des datas en réel. Parce que beaucoup font des datas en backtest, c'est bien, mais c'est difficile de prendre le contenu fondamental en considération quand on est en backtest. Quand vous êtes en réel, ce que je vous conseille, pas en réel, pas forcément, ça peut être en démo, mais je peux dire en direct, quand vous êtes sur les marchés en direct, il y a un mouvement qui va dans le sens du fondamental et de la structure. Vous prenez ça, vous prenez ce mouvement, et vous commencez à aller sur plusieurs time frames, et vous vous dites, OK, comment est-ce que j'aurais pu attraper ce mouvement? Où est-ce que ce mouvement a démarré? Pourquoi est-ce qu'il a démarré à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Comment est-ce que j'aurais pu identifier que le mouvement est en train de démarrer? Vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Au bout de 20 fois, vous allez commencer à créer un plan, à créer une approche, à avoir des similitudes. Ensuite, vous allez tester ce plan. Et c'est ce qui va vous permettre de tirer votre propre confirmation technique. Le fait d'avoir votre propre confirmation technique et votre propre stratégie d'entrée, ça sera souvent quand même corrélé à ce que j'explique dans la formation parce que c'est une bonne base. Et même si vous le copiez-collez, normalement ça fonctionne, puisque ça fonctionne pour moi, c'est pas le souci. Mais le fait d'avoir votre propre stratégie d'entrée, déjà, ça va vous donner une confiance énorme. Le fait d'avoir testé vous-même quelque chose, de savoir que ça fonctionne, vous allez habituer vos yeux, vous allez savoir que ça fonctionne dans tel contexte, que à telle heure, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça fonctionne moins. Donc, ça va vous donner plus de confiance égale plus de facilité à exécuter, que si juste vous copiez-collez enfin, mon analyse à moi ou ma stratégie à moi. Et c'est pour ça que je pousse les membres à ce développement-là, parce que c'est bon pour votre compétence technique en tant que trader, c'est bon pour votre mental, c'est bon pour plein de choses. Et encore une fois, le, le, le siège que vous occupez dans le train n'a que très peu d'importance. Le but, c'est dans le bon train pour arriver à la bonne gare, c'est tout. Je prends encore une ou deux questions et après on va couper le live. Je vais vous envoyer ensuite dans le groupe Telegram, je pense, quelques screens de graphiques où il y a des répétitions, comme j'expliquais, des répétitions de zones de consolidation, etc. Ce sera un peu brouillon, ce sera du, comment ça s'appelle? Ce sera du gribouillis sur le graphique, mais il y aura l'explication avec. Comment manager un trade qui évolue tout droit sans retracement, mais qui n'a pas encore atteint le TP? Bah, plus tu évolues tout droit sans retracement, c'est ce que j'expliquais pendant la présentation, plus tu vas commencer à un moment à taper dans des zones de résistance ou dans des zones de support, des zones de consolidation, en tout cas des zones où tu as des probabilités d'avoir du combat. Quand tu arrives dans ces zones, soit tu coupes une partie de ta position en te disant, bon, j'arrive dans une zone où il y a eu du combat les fois précédentes, il y a une forte probabilité pour que cette fois-ci, il y ait à nouveau du combat, ou en tout cas, comme on n'a pas corrigé, qu'on corrige arriver dans cette zone-là. Donc, je vais sécuriser ma position. Soit tu mets un TP1, tu clôtures une partie de ta position et tu mets un break-even, soit tu mets juste un break-even. Ça, c'est les préférences de chacun. Ce que je déconseille, c'est de tout couper d'un coup. Parce que beaucoup vont tout couper d'un coup, par émotion, et se dire, waouh, j'ai peur que ça retrace. Et puis, en fait, le prix va retracer un petit peu, certes, ensuite atteindre votre TP2. Au final, vous allez prendre un trade gagnant qui suivait votre plan de base, mais il ne suit pas votre plan de sortie. Donc, vous avez brisé vos règles. Et en plus, vous allez récolter pas mal de frustration. Parce que vous auriez pu prendre TP2, mais vous l'avez pas pris, bla, bla, bla. Donc, jamais tout couper comme ça impulsivement. Juste encaisser des profits sur la route, sur des zones où il y a potentiellement du combat. Je prends des questions au hasard parce qu'il y en a beaucoup, hein. Que penses-tu d'investing.com? Je disais que mon Forex Factory, par exemple, il y a un discours de la BCE de moyenne importance, mais cela n'est pas indiqué sur Forex Factory. Sur Forex Factory, tu auras la rubrique news où tu auras tout qui est répercuté et qui est répertorié en direct. Donc, si tu as un discours qui n'est pas marqué sur Forex Factory, soit c'est que il n'est pas d'une importance énorme, ce qui est possible, soit il est dans les news jaunes, c'est possible aussi. Et dans tous les cas, s'il y a quelque chose d'important qui est dit, tu l'auras dans la rubrique news quasiment en direct. Donc moi, j'utilise que Forex Factory. Euh, voilà. Que penses-tu des SL suiveurs? Tout ça, ça dépend encore une fois, du plan de chacun. Enfin, vous pouvez poser n'importe quelle question. Que penses-tu de telle stratégie? On s'en fout de ce que je pense. Ce que j'ai expliqué, on s'en fout. Totalement. Je suis pas le genre de gars qui va vous dire, je suis le chef, je suis le mentor, je suis celui qui a réussi, je suis rentable. Écoutez-moi, je suis le Messie, c'est faux. Ce que je pense, on s'en fout. Ce qu'il faut voir, c'est statistiquement. Est-ce que statistiquement, mettre un SL suiveur, c'est rentable pour toi ou pas? Est-ce que ça te fait gagner plus d'argent ou ça t'en fait plus perdre que ce que t'en gagnes? Donc pour ça, il faut juste faire la différence entre combien tu aurais encaissé sans SL suiveur sur 10, 20, 50, 100 trades et combien tu as encaissé avec.
Tu fais la moyenne, tu regardes si c'est plus rentable avec ou sans. Et tu as la réponse à ta question. Toujours penser stats. Parce que c'est en vos stats que vous devez avoir confiance. Et c'est vos stats qui vont vous confirmer la rentabilité de n'importe quoi. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire ça, c'est plus ou moins rentable que ça. C'est faux. Ils en savent rien. Sauf s'ils ont testé tous les plans sur des centaines de trades. C'est faux, personne ne le fait. J'ai pas testé toutes les stratégies sur des centaines de trades. J'ai des retours de membres sur certaines stratégies. Je sais que ça fonctionne plus ou moins bien, mais j'ai pas tout testé. Et donc, comme j'ai pas tout testé, je peux pas vous dire ça c'est plus rentable que ça ou ça c'est impérativement à faire ou à éviter. Ce qu'il faut, c'est simplement faire vos stats.